Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Deuxième débat de l'après-midi, on va laisser les derniers lycéens s'installer dans le calme sur les sièges vides. Médias, peut-on sauver la vérité ? Déverser volontairement des torrents de fake news, saturer les médias avec des vérités alternatives, concept déployé par Trump dès 2017. À 2 reprises, cette stratégie de vérité alternative l'a porté au pouvoir, mais aujourd'hui, Trump a fait sauter les dernières digues qui tenaient encore, une forme de vérité des faits, de vérité scientifique notamment. Et comme il est le premier à raconter... S'il vous plaît. Chut. Et comme il est le premier à raconter tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi d'ailleurs, en toute impunité, eh bien chacun se sent autorisé à défendre les idées les plus fausses, les plus complotistes et les plus débiles, pardon pour le terme. Ajoutez à cela la concentration d'un certain nombre de titres de presse entre les mains d'une poignée de milliardaires qui servent des idéaux parfois antidémocratiques. Alors, sauver la vérité, est-ce devenu mission impossible ? Pour en débattre, en partenariat avec le site The Conversation, je vous remercie d'accueillir Mazarine Pinjot, David Chalavarias et Pierre Girard. Mazarine Pinjot est philosophe et essayiste, enseignante à Sciences Po Bordeaux. Elle a notamment publié Vivre sans aux éditions Climat, que Mazarine dédicacera à la fin de ce débat sur le stand Mola. David Chalavarias est mathématicien, directeur de recherche au CNRS et écrivain. Il a notamment signé Elon Musk en 58 au Seuil et Toxic Data chez Flammarion. Et Pierre Girard, tout au bout, est journaliste scientifique sur Arte et il anime par ailleurs la chaîne YouTube Tous Terriens qui crée un espace de dialogue constructif entre agriculteurs et écologistes. Il a notamment signé, Pierre Girard, Au rythme de la Terre, publié chez J.C. Lattès. Ce débat est modéré par Didier Pourquerie, journaliste et président du site The Conversation et de Cap Science. Alors pendant les débats, vous allez pouvoir poser vos questions à nos débatteurs. Vous le faites avec l'appli Slido pour les bilingues. On vous affiche de nouveau le QR code à l'écran. Vous posez vos questions et je m'en ferai le porte-parole à la fin du débat, mon cher Didier. Merci Gilles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'un sujet assez difficile à cerner, qui est la vérité. Alors, ce qui est intéressant avec Trump 2, vous savez, on a déjà parlé dans plusieurs débats de Trump 1 et Trump 2. La différence entre Trump 1 et Trump 2, Trump 1 c'était la post-vérité, Trump 2 c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il intervient tous les jours, il intervient dans une espèce de conférence de presse permanente et il se laisse aller à dire, même pas des mensonges, à dire n'importe quoi. Il invente en permanence. Regardez, ayez là, pour ceux qui ont envie de s'amuser un peu, d'essayer de regarder et d'écouter un peu ces conférences de presse. Il dérive, il dit des choses qui n'ont aucun sens et surtout qui n'ont aucune réalité. Donc on va parler avec nos amis de cette vérité, où est-ce qu'elle est, et de la réalité. Je précise aussi qu'autour de lui, ses ministres, par exemple Kennedy comme ministre de la Santé, alors là, pareil, sont dans un registre qui est le registre de l'invention, des fausses statistiques et même de la discussion de toute vérité scientifique. C'est pour ça qu'on a Pierre Girard avec nous. Alors, tout d'abord, on va faire un petit effort, chère Mazarine, on va parler de vérité. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur qu'est-ce que vous, en tant que philosophe, qu'est-ce que vous voyez derrière ce mot, vérité, et pourquoi est-ce qu'on a l'impression actuellement que dans beaucoup d'endroits, on se décolle de la vérité et on perd contact avec le réel ? Alors, merci Didier. On m'entend ? Oui, je m'entends pas moi, mais c'est pas grave. Si vous m'entendez, c'est le principal. Alors, merci pour cette question massive à laquelle je vais avoir quand même un peu de mal à répondre en 5 minutes, puisque la vérité, c'est la grande question de la philosophie. Depuis sa naissance, puisque sa naissance, si on veut bien
Ça fait remonter à Socrate qui se promène dans les rues d'Athènes et qui questionne les uns et les autres pour savoir pour vérifier si ce qu'ils savent, ils le savent bien, et pour leur démontrer qu'en fait, ce qu'ils savent repose sur des fondements extrêmement fragiles, jusqu'à aujourd'hui où on parle en effet de post-vérité. Donc c'est la grande question de la philosophie. Et donc je ne vais pas la résoudre, mais néanmoins je peux en donner quand même quelques jalons. Platon fait émerger la philosophie face au discours des sophistes, c'est-à-dire précisément face au discours de ceux qui utilisent le langage pour essayer de convaincre, non pas à des fins de vérité, mais à des fins de victoire. Ce sont des avocats, en quelque sorte, qui cherchent à défendre un point de vue et à l'emporter dans une joute. Et la finalité de l'utilisation de cette rhétorique n'est absolument pas la vérité, mais encore une fois, est dans un rapport de force de l'emporter. Et donc, d'une certaine manière, on retrouve un petit peu ça aujourd'hui, cette question du langage qui est adossée à l'idée de l'emporter dans un débat public et non pas nécessairement de faire signe vers quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme de réalité, c'est encore autre chose, mais je vais y revenir très rapidement. Donc voilà, le discours philosophique, en fait, il s'institue déjà dans une visée de réalité par rapport aux autres types de discours, le mythe ou le discours qui est monétisé, voilà, qui est vendu pour pouvoir... encore une fois, comme celui d'un avocat, pour essayer de défendre telle ou telle cause. Et puis, la question de la vérité, donc elle va cheminer jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui, justement, elle traverse une crise sans doute sans précédent. Elle intéresse la philosophie parce que, tout simplement, si on le prend à contrario, on se dit, mais s'il n'y a pas de vérité, qu'est-ce que veut dire parler ? À quoi sert de dire quelque chose sur le monde si ça ne se réfère pas au monde? À quoi sert de dire, voilà, nous sommes 4 sur cette scène, si nous ne sommes pas 4 sur cette scène? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Alors ça peut peut-être servir à plein de choses, à vous illusionner, à commencer une poésie qui ne prétend pas se référer au réel, à commencer une œuvre de fiction un peu dystopique. Bon, le langage, ça peut servir à plein de choses, à communiquer, etc. Mais ça a aussi quand même cette fonction qui est celle de dire ce qui est. Et ça va être la première grande définition de la vérité. Vous inquiétez pas, je ne vais pas faire toute l'histoire de la philosophie, mais bon, celle-ci, elle est importante, qui est celle d'Aristote, et qui va rester un peu la notion, enfin la définition privilégiée de la vérité, on va dire, je vais faire des grands sauts, mais pour un petit peu aller vite, on va dire jusqu'à Nietzsche, qui est l'adéquation du discours et de la chose. C'est-à-dire, je dis, voilà, nous sommes 4, cet énoncé « nous sommes 4 » est vrai si effectivement nous sommes 4, tout simplement. C'est relativement simple, mais on va voir qu'effectivement aujourd'hui c'est plus si simple que ça, puisque si on en croit le rapport au langage de quelqu'un comme Trump, puisque c'est de lui dont il est question aujourd'hui, eh bien il pourrait très bien dire nous sommes 5, ce qui ne lui poserait aucun problème. Donc la question serait plutôt de savoir mais pourquoi est-ce qu'il dit que nous sommes 5 ? À quoi ça sert ? En quoi ça lui est avantageux ? Qu'est-ce que ça produit sur le réel ? Etc. etc. Mais c'est des questions, je suppose, qu'on va travailler tout à l'heure. Donc voilà la définition la plus classique de la vérité. Et en fait, elle va être mise un petit peu en crise déjà à partir de Nietzsche, bien avant, mais bon, encore une fois, je fais des grands jalons, à partir de Nietzsche qui va dire, au fond, les faits sont toujours question de perspective. Ce sont toujours questions de point de vue. C'est-à-dire que chacun d'entre vous dans cette pièce, dans cette salle, voit cette scène d'un point de vue différent. Forcément, déjà, ne serait-ce que spatialement, vous n'êtes pas assis au même endroit. Donc ce que vous voyez, c'est une vision subjective, on va dire, de ce qui est. Et donc, à chaque fois, il y a un point de vue sur les choses, une interprétation des choses, et il n'existerait aucun fait indépendamment de son interprétation. Tout fait est toujours déjà récupéré par son interprétation. Et à partir de cette vision un peu perspectiviste, va commencer la déconstruction de la notion de vérité, en disant, en fait, il y a autant de vérité que de personnes, et la question qui va... Alors, c'est pas exactement ce que dit Nietzsche, mais en tout cas, ça va être l'une des interprétations possibles du perspectivisme. Et donc, la question qui va se reposer à nouveau frais, c'est comment on fait pour que tous ces points de vue puissent se rassembler et dire quand même quelque chose sur le monde.
Et c'est-à-dire que si on fait l'agrégation de tous les points de vue qui sont là, finalement, on arrive quand même à dire quelque chose de juste sur le monde. Donc voilà, et aujourd'hui, la vérité, elle est en crise, sous pas mal de coups de boutoir. Le premier étant effectivement le perspectivisme nietzschéen et ensuite toute la philosophie de la déconstruction, mais je ne rentre pas dans les détails parce que enfin, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais voilà, l'idée, c'est qu'on déconstruit l'idée de vérité. Et puis, après, d'un point de vue plus politique, ça va être vraiment, et là, c'est tout le travail de Hannah Arendt, la façon dont l'idéologie va remplacer le rapport au réel. Et il y a un moment clé pendant lequel l'idéologie remplace réellement, enfin remplace de fait historiquement, ou en tout cas prétend remplacer le réel, c'est le moment des totalitarismes. Voilà. Mais ce moment où l'idéologie prétend remplacer le réel va survivre au totalitarisme à travers la société de masse, la publicité et puis aujourd'hui les nouveaux médias. Et donc on en arrive là aujourd'hui à savoir que parfois les idées, les représentations, les perceptions sont complètement coupées de leurs référents. Et il suffit de voir comment fonctionnent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il n'y a plus besoin qu'un énoncé soit référencé au réel pour qu'il circule, pour qu'il fonctionne. Et aujourd'hui, ce qui fait le succès d'un énoncé, c'est sa viralité. Et sa viralité n'est pas du tout fonction de sa véracité. Et donc, à partir du moment où on voit que la valeur d'un énoncé n'est plus sa référentialité, ce qu'il dit sur le monde, mais son succès commercial, sa séduction, et donc là on retrouve les sophistes, et donc le fait qu'elle soit virale, et bien d'une certaine manière, on a toutes les conditions structurelles pour s'émanciper de l'idée même de vérité, quoi. Alors il y a un autre point sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est, puisque vous parliez d'Hannah Arendt, ce moment où, par exemple, dans une dictature sous Staline, par exemple, sous Staline, on sait, tout le monde sait en URSS que le pouvoir ment, mais tout le monde s'en accommode. Enfin... Oui, tout à fait. Alors c'est ce que Michel Foucault, notre philosophe, pardon, oui, il avait répertorié plusieurs types de rapports à la vérité. Et il y avait par exemple Rosa Luxembourg qui disait si tout le monde savait la vérité du capitalisme, eh bien il ne survivrait pas une seconde à sa vérité. Et puis il y a ce qu'il appelle le principe Solzhenitsyn qui dit en fait dans les pays socialistes, enfin, donc il désignait le stalinisme, tout le monde sait la vérité et c'est ça qui est le principe de la terreur. C'est que tout le monde sait, mais il y a une impossibilité d'aller contre l'idée qu'on vit dans un mensonge généralisé. Et c'est justement le savoir de ce mensonge généralisé qui est le principe même de la terreur soviétique. Donc c'était l'analyse de Solzhenitsyn. Donc d'un côté, on pourrait se dire, mais si on savait vraiment la vérité des choses, on pourrait abattre tel système. Et puis le système totalitaire tel qu'il le décrit, c'est précisément le fait de savoir que c'est un mensonge généralisé qui fait qu'on ne pourra jamais l'abattre. Et donc cette forme de lucidité sur le mensonge n'a pas d'efficience, et c'est ça qui est terrorisant. Voilà, on peut appliquer ça à Trump, puisqu'on parle de Trump, parce qu'on se dit, beaucoup de gens disent, quand ils le regardent à la télévision, on sait qu'il ment, on sait qu'il dit n'importe quoi, mais c'est comme ça. Alors, après j'en terminerai là, mais c'est effectivement cette analyse-là du principe Solzhenitsyn sur lequel va travailler Hannah Arendt, et qui consiste à finir par dire que le grand danger de ce qu'aujourd'hui on appelle la post-vérité, c'est pas le fait que le mensonge prenne la place de la vérité, même si c'était un peu le cas dans ce principe Solzhenitsyn, c'est le fait qu'il y ait une forme d'indifférence entre la vérité et le mensonge. C'est-à-dire que en fait, tant qu'il y avait du mensonge, on pouvait au moins le référer à la vérité, puisque le mensonge n'a de sens que par rapport à son contraire. On décide délibérément de ne pas dire la vérité. Mais ce qui est encore plus dangereux, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'indifférence à la vérité comme au mensonge, c'est-à-dire à la distinction entre ces deux notions, ce qui fait qu'effectivement,
quelqu'un comme Trump, mais il y en a beaucoup d'autres, sauf que lui c'est à un niveau exponentiel, peut tout à fait s'autoriser à dire absolument ce qui lui chante, peu importe le réel, et c'est comme ça que sa conseillère en communication, Kelly Conway, avait inventé cette définition d'alternative facts lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans son premier mandat, lors de la cérémonie d'investiture, il avait dit qu'il faisait beau et qu'il y avait plus de monde qu'à celle d'Obama, ce qui était manifestement faux. Enfin, on pouvait le voir à travers les vidéos qu'il pleuvait et qu'il y avait moins de monde. Et donc, elle a expliqué qu'il pouvait tout à fait dire ça parce que c'était une réalité alternative. Et donc, on peut se dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'une réalité alternative? Mais on va sans doute en parler. Le fait est que cette réalité alternative, ou comme lorsque Trump dit que les Haïtiens mangent des chiens et des chats, on se dit, mais pourquoi il dit ça alors que tout le monde sait que c'est n'importe quoi? Alors, peut-être pas tout le monde, déjà, première chose, ce qui fait qu'il gagne quand même des points. Et ensuite, parce que finalement, c'est sa volonté, son propos ne peut être expliqué qu'à travers sa volonté, son désir, son plaisir de parler, mais qui est complètement déconnecté de toute forme de référentialité au réel et dans une forme d'indifférence totale dans le fait de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Enfin, on voit que c'est cette indifférence qui est le principe même de ces discours. En effet, donc justement, on va se tourner vers David Chavala-Arias parce que vous, depuis 2016, là on parlait d'un autre univers, d'un autre système. Là, on va parler d'un autre système. Depuis 2016, vous, avec votre équipe, vous analysez tout ce qui se passe sur Twitter puis X. Et vous avez travaillé, je vous conseille vraiment les livres de David, et notamment Toxic Data. C'est un livre vraiment hyper nécessaire aujourd'hui. Enfin, tous vos livres sont hyper nécessaires, mais en tout cas, celui-ci est vraiment très, très nécessaire. Donc, on a l'impression, en vous écoutant et en vous lisant, David Chavala-Arias, que, en fait, il y a sur les réseaux sociaux, c'est vrai ou faux, c'est pas la question. On est ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, tout à fait. Alors déjà, pour ma statistique personnelle et pour se rendre compte, qui n'a utilisé aucun réseau social ces 3 derniers jours? Vous voyez, vous êtes à peu près, je dirais, 2-3%. Donc c'est intéressant de se rendre compte de ça, parce que quand on parle de la question de la vérité, on voit bien que le rapport à la vérité a beaucoup évolué. Moi, je me souviens de l'affaire avec Bill Clinton et Monica Lewinsky, donc un scandale sexuel, et Bill Clinton a failli avoir la destitution, pas parce qu'il y avait eu ce scandale, mais parce qu'il avait menti sur le fait que ça avait eu lieu. Alors qu'aujourd'hui, Trump, dans son premier mandat, a fait plus de 30 000 mensonges et il est toujours là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc moi je vais vous parler donc, de mon point de vue, puisque c'est ce que j'étudie, donc les réseaux sociaux. Il faut bien prendre conscience qu'on a ces nouveaux médias qui sont arrivés au final depuis assez peu de temps. Facebook et Twitter et tout ça, c'est arrivé dans les années 2000. Ça commence à prendre sa puissance dans les années 2010. Ça a des impacts sur les élections, en gros depuis vraiment les milieux des années 2010. Et effectivement, sur ces environnements, ce qui compte, ce n'est pas vraiment la vérité, c'est la viralité. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, puisque depuis que Trump a fait son second mandat, quasiment toutes les plateformes ont arrêté leur programme de modération, c'est-à-dire il y avait des programmes pour modérer les contenus non seulement haineux, violents, mais aussi qui, par leur fausseté, pouvaient porter atteinte au public, et la plupart de ces programmes ont été arrêtés. Alors, donc, l'espace informationnel et l'échange d'informations a progressivement été déporté vers ces nouveaux environnements. Les réseaux sociaux, c'est entre 60 et 70% de pénétration dans la population au niveau mondial. Et en France, c'est à peu près ça. Et il y a quelque chose de très important qui s'est passé, qui s'est produit en 2018, c'est que donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes sur un réseau social, votre première source d'information en général, c'est le fil d'actualité, quel que soit le réseau social. Donc en gros, votre page d'accueil où on vous montre des messages. Et ces messages ne sont qu'une toute petite partie de ce qui se passe autour de vous. C'est une sélection que fait le réseau social pour vous montrer
des messages en particulier. Et jusqu'en 2018, d'après ce qu'on comprend, parce que ces systèmes sont très opaques, on montrait les messages sur lesquels vous passiez le plus de temps, avec l'idée que si vous passez beaucoup de temps sur la plateforme, eh bien vous avez passé beaucoup de temps sur les publicités, ça va apporter de l'argent sur ces plateformes-là. À partir de 2018, Facebook a décidé de mettre en avant ce qu'il appelle l'engagement, c'est-à-dire qu'il va mettre en avant les contenus qui génèrent pas le plus de temps, mais le plus d'interactions, c'est-à-dire des clics, des likes, des partages. Et quand ils ont mis ça en place, ils ont observé deux choses. Ça, c'est des choses qui ont fuité en 2021 grâce à Frances Haugen. Ils ont observé deux choses. La première, c'est que l'hostilité sur la plateforme avait augmenté, c'est-à-dire qu'il y avait plus de contenu polémique, trash, etc. Et la deuxième chose, c'est que les revenus avaient augmenté. Et donc, ils ont validé cette modification. Et depuis, la plupart des réseaux sociaux utilisent cette métrique-là, l'engagement, pour choisir qu'est-ce qu'il va vous montrer dans les fils d'actualité. Alors ça a une conséquence radicale sur l'ensemble de l'écosystème informationnel, parce que l'on peut montrer que quand vous maximisez ce genre de métriques, qui sont des métriques commerciales pour faire vivre les plateformes, automatiquement, vous augmentez la prépondérance des contenus dits toxiques, donc attaques personnelles, dénigrement, contenus trash, polémiques sur la plateforme, vous les rendez plus visibles par rapport aux autres. Alors évidemment, la vérité en général, ça n'a pas tellement cette propriété-là. Et donc, vous favorisez aussi les personnalités toxiques sur ce réseau-là. Aussi, à partir du moment où vous favorisez l'engagement, ça veut dire que si vous faites de l'engagement artificiel, par exemple, j'achète 100 000 comptes qui vont liker mes posts, donc je paye des entreprises qui sont basées dans des pays à faible revenu, qui vont payer des gens à la tâche pour cliquer sur mes posts. Et donc, artificiellement, je vais faire remonter ma visibilité. Donc, il y a eu plusieurs affaires, on sait que ça a lieu, et notamment les puissances étrangères, la Russie en premier, utilisent ces techniques pour apporter donc, des thèmes de la zizanie en fait, dans ces espaces informationnels. Donc, vous voyez, on a basculé d'un régime de circulation d'informations qui était plutôt gardé par les médias, qui ont une certaine déontologie, où il y avait une manière de vérifier l'information, à des écosystèmes où l'information circule de manière beaucoup plus horizontale, mais où la vitesse de circulation des contenus est en fait régie pas par leur vérification, mais par des propriétés de viralité. Et la viralité et la vérité, c'est comme l'a rappelé Mazarine tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Par ailleurs, donc maintenant qu'on est tous dans ces environnements, il y a des acteurs qui vont agir dessus. J'ai mentionné tout à l'heure la Russie. Alors, par exemple, il faut savoir que Facebook, pendant les dernières élections européennes et législatives, a vendu les données des Français à la Russie pour faire de la publicité ciblée, pour favoriser le Rassemblement national aux élections. Donc ça veut dire que vous avez des puissances étrangères qui maintenant rachètent les données de citoyens pour interférer dans les élections. Donc pour finir sur cette question de vérité, on n'est plus du tout dans un régime où la question de savoir qu'est-ce qui va circuler et donc ce à quoi vous êtes exposé est vrai, enfin à une certaine référence à quelque chose du monde, mais effectivement l'engagement, l'amplification artificielle et donc favoriser donc, ces contenus dits toxiques, et ça va complètement moduler la perception que ceux qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ont du monde. Alors, à partir de ça, on peut voir aussi analyser plusieurs points, et puis je vais m'arrêter là, on pourra y revenir, mais juste pour reprendre l'exemple que tu mentionnais, Mazarine, de Trump qui dit que les Haïtiens mangent les chats. Et donc, quel est le rôle de cette information? Donc, cette information a eu un énorme buzz, hein, vous l'avez vous-même entendu, alors que c'est quand même un candidat qui n'est pas dans notre pays et qui dit quelque chose de complètement absurde, et quasiment tout le monde en a entendu parler, y compris en France. Alors le rôle d'une information comme ça va être quoi? Ça va pas forcément être de vous faire croire que les Haïtiens mangent les chats, mais de capter l'intégralité de l'attention d'un système médiatique sur cette fausse information, dire c'est complètement absurde, mais en disant c'est complètement absurde, on parle du coup des Haïtiens et des immigrés, donc on amène sur la table la question des immigrés, donc indirectement plein d'autres groupes vont commencer à profiter de cette perche tendue pour en parler et pour amener leurs idées là-dessus. Donc il y a un premier effet qu'on va faire ce qu'on appelle de l'agenda setting, c'est-à-dire on va amener le cadrage médiatique sur un domaine particulier, ici l'immigration, plutôt que par exemple l'environnement, où certainement Trump était moins avantagé. Et puis par ailleurs, pour Trump et pour ses équipes, ça a une seconde fonction, c'est que ça vous permet de savoir qui est avec vous.
c'est-à-dire ceux qui répètent vos bêtises, dans tous les régimes totalitaires, hein, ceux qui répètent le faux, c'est en gros ceux qui ne s'opposent pas à vous et donc remettent pas en cause votre vérité alternative. Et ça, c'est très pratique. Dès que Trump est arrivé au pouvoir, il a commencé à virer tous ceux qui n'étaient pas alignés avec sa pensée. Et le fait d'avoir une espèce d'historique de ceux qui se sont dit « mais non, c'est pas vrai, ça, les Haïtiens ne mangent pas les chiens à les chiens », et d'autres choses comme ça, de cet ordre-là, c'est très utile pour identifier vos opposants et les personnes à éliminer. Donc voilà, on pourrait encore en parler longtemps, mais juste pour résumer, l'information maintenant circule sur des supports où la question de la vérité n'est plus du tout la question. La question, c'est, comme le disait tout à l'heure, la viralité. Et ce changement-là va avantager certains types d'acteurs, y compris donc, notamment les acteurs qui racontent n'importe quoi, mais on va aussi moduler complètement la perception de ceux qui utilisent ces systèmes, donc vous, à 95% d'après les sondages réalisés maintenant. Et ça va aussi donner énormément de pouvoir à ceux qui possèdent ces systèmes, puisque ceux qui possèdent ces systèmes peuvent rajouter en plus de la modulation en rendant plus viraux ou moins viraux certains contenus, et donc en fait en manipulant la perception que vous aurez de la réalité. Alors, sur cette affaire-là, il y a un domaine, Pierre, dans lequel c'est particulièrement visible et où la vérité où le réel devient une question d'opinion, c'est ce qui est arrivé actuellement à la science. Alors vous êtes un journaliste scientifique. Est-ce que vous pouvez déjà nous poser le diagnostic de ce qui se passe? Ensuite, je vous dis tout de suite, on parlera de solutions, hein, vous en faites pas, on ne va pas juste se plomber l'après-midi avec des choses épouvantables, on parlera de solutions. Mais déjà, Pierre, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe un peu sur ce qui est le domaine de la science, pardon. Alors effectivement, en tant que journaliste scientifique, j'ai la joie d'être aux premières loges de cet enfer qui est d'attaque contre la vérité, donc contre la science. Effectivement, j'ai commencé, pour prendre un tout petit peu de recul sur la situation et pour vous donner une idée du changement qui s'opère ces 2 dernières années. J'ai commencé, moi, à travailler en tant que journaliste scientifique pour Arte en 2008. J'ai participé à cette équipe qui a développé l'émission Xenius, qui était une quotidienne de la science. On a bossé pendant 13 ans et au tout début de cette émission, donc c'était une émission généraliste, mais on consacrait énormément d'émissions à l'environnement. C'était très important pour nous et en particulier au changement climatique, à la crise de la biodiversité. Ça nous semblait tout à fait naturel en tant que journaliste scientifique parce que c'est des consensus qui existent depuis longtemps. Les scientifiques qui bossent sur les sciences de l'environnement tirent la sonnette d'alarme depuis les années 80, donc depuis plus de 40 ans maintenant. Donc en 2008, quand on s'est lancé sur cette émission, on se disait que c'était tout à fait normal de consacrer un maximum de place à ces sujets. Donc c'est une émission, vous savez que Arte est franco-allemande, c'est une émission de service, enfin une chaîne de service public franco-allemande, et moi j'étais le français de l'équipe, donc c'était moi qui recevais les courriers de téléspectateurs et téléspectatrices français, et j'étais étonné de recevoir dans la première année, les 2 premières années, beaucoup de courriers qui me disaient Pierre, qui nous s'adressait à l'équipe en disant vous consacrez beaucoup trop de place au climat, vous accordez beaucoup trop d'importance à un sujet qui finalement n'est pas si important que ça, et vous êtes matrixé par les Allemands au sein d'Arte, c'est pas possible. Et c'était vraiment sidérant en fait quand on était au cœur de ça, de se rendre compte que le public français en 2008-2009 n'était pas du tout au fait de l'importance de ces sujets. Très rapidement, en fait, à partir de 2010 et puis jusqu'à 2015, les accords de Paris, le public a pris la mesure du sujet et a compris ce consensus qui faisait, on va dire, l'unanimité parmi notre public. On sentait qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt pour ces sujets-là, que la transition écologique faisait donc l'unanimité, qu'il n'y avait pas de question là-dessus, qu'on débattait effectivement avec les faits scientifiques à l'appui de la manière d'y répondre, de la manière de conduire cette transition écologique, mais le fait même qu'il fallait faire cette transition n'était pas du tout discuté, n'était plus du tout discuté. Et ce qui se passe depuis l'élection de Trump, ce qui se passe depuis l'année dernière, l'année 2023-2024, c'est vraiment un phénomène totalement nouveau où les consensus scientifiques, les méthodologies scientifiques, qui sont vraiment les méthodologies sur lesquelles nous, journalistes scientifiques, on s'appuie pour rapporter cette vérité, sont niées purement et simplement. Et ça, moi, je le remarque parce que je suis
actif sur Arte, j'ai ma propre chaîne YouTube sur laquelle je poste des contenus sur l'environnement, le climat, la biodiversité. Je me suis spécialisé sur l'agriculture, on en parlera peut-être après. Et je suis sur les réseaux sociaux que j'essaye d'occuper pour faire exister l'information scientifique dans cette surenchère d'informations ou de contre-vérité. Et je remarque finalement que depuis très peu de temps, depuis l'année dernière, depuis au plus tôt 2023, je reçois énormément un flot de commentaires à chaque fois que je poste ou que je publie une émission sur ces sujets-là. Et donc c'est vraiment ce que vous décrivez, David et Mazarine, sur la situation aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose que moi je ressens aussi ici en France sur ces sujets-là. Je vous prends peut-être quelques exemples. C'est d'ailleurs le début du livre et c'est vraiment ma motivation aussi pour écrire ce livre Au rythme de la Terre que vous avez cité. J'ai publié les résultats d'une étude du CNRS sur le déclin de la biodiversité et sur la manière dont le déclin des populations d'insectes avait des conséquences dramatiques sur les rendements agricoles. C'est une étude finalement, c'est une étude qui a été publiée, qui a été publiée dans une revue sérieuse. Et le simple fait de publier et d'expliquer, de relater ces faits scientifiques, cette vérité scientifique, m'a valu un torrent de commentaires en m'attaquant de relayer des fake news. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que sur des sujets qui finalement aujourd'hui font consensus au niveau scientifique. Donc, si je comprends bien, les gens qui vous attaquent, ils considèrent d'une certaine manière que la science est une opinion. C'est-à-dire que ce que disait tout à l'heure Mazarine sur le perspectivisme, ça s'applique à la science. C'est-à-dire, non, finalement, bon, vous dites qu'il y a moins d'insectes, mais ça dépend de quel côté on se place. Je ne sais pas. Enfin, donc, dès qu'on entend ça, on se dit, tiens, c'est une opinion. Et donc, la science, c'est une opinion, c'est ça ? Exactement. Je vais prendre quand même l'exemple de l'agriculture. Par exemple, on a parlé cet été de la fameuse loi du plomb. Oui. On a beaucoup parlé des pesticides. On sait maintenant, on a suffisamment de recul pour connaître les effets délétères des pesticides aussi sur le vivant, sur notre santé. Malgré tout, il y avait des débats sur la science et donc la science finalement était une opinion parmi d'autres. On oppose souvent sur les plateaux de talk-show, par exemple d'ailleurs des scientifiques à des personnes qui viennent porter des opinions sans expliquer la différence entre les personnes qui portent la voix scientifique et les personnes qui portent les opinions sur ces plateaux. Je ne vais pas généraliser, mais c'est un problème qu'on a aussi nous en présentant ces informations-là. Alors, si on fait le tour de ce que vous nous dites, c'est moyennement gai. Donc, comment on peut faire ? Je vous rappelle le titre de cette table ronde, c'est « Sauver la vérité, mission impossible », mais sauver la vérité quand même. Vous, en tant que philosophe, mais aussi en tant qu'enseignante, Mazarine Pinjot, est-ce que vous avez des pistes pour essayer de recoller au réel ? Ce que vous nous avez dit, en fait, c'est une espèce de décollement du réel. Comment est-ce qu'on fait pas revient en arrière, mais comment est-ce qu'on soigne ça ? Allez. Alors, vous avez annoncé des solutions tout à l'heure, mais je ne sais pas si... Il y a des petites solutions, chacun à notre niveau, mais c'est vrai que face à l'ampleur de la chose, c'est très inquiétant. Évidemment que l'éducation est au cœur de la solution et d'ailleurs je pense qu'il y a de plus en plus d'éducation à l'image, d'éducation aux médias, d'éducation... Oui. D'ailleurs, il y en a ici. Exactement, voilà, c'est la preuve même de cette sensibilisation au problème. Mais alors, on devrait faire encore plus de philosophie, à mon sens, parce que la philosophie... Elle interroge aussi le sens des choses et elle essaye de faire des distinctions entre les champs, entre les domaines. Parce qu'après tout, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on tient tant à la vérité ? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Est-ce qu'on pourrait ne pas faire sans ? Mais assez rapidement, on s'aperçoit quand même que si on fait l'économie de la vérité, eh bien,
c'est la société entière qui disparaît. Et ça la philosophie l'a très bien montré, notamment, je pense, aux travaux de Kant sur cette question de la vérité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une sorte de présupposé entre nous, voilà, qui est, on essaye de rechercher la vérité collectivement. Lorsqu'on parle, a priori, on essaye de dire ce qu'on pense. S'il n'y a pas cette espèce de préalable, ce prérequis qui est censé aller de soi, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous m'écoutez? Pourquoi est-ce que je ne dirais pas n'importe quoi? Quand on se parle, là, ici, ou même si on était à table, au restaurant, en train de boire un verre, il y a un présupposé qui va de soi, c'est quand on discute, quand on se raconte quelque chose, on n'est pas en train de tricher en permanence, on n'est pas en train de raconter n'importe quoi, sinon nos relations n'ont plus de sens, sinon on n'a plus besoin de se parler. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impensé qui est le liant même de toute forme de socialité et de toute forme de société, c'est une perspective de vérité, c'est une visée de vérité. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, on essaye de dire quelque chose qui a du sens et donc qui se rattache au réel. Si on oublie, si on fait l'économie de ça ou si on s'émancipe radicalement de ça, alors il n'y a plus de sociabilité possible. Donc ça, c'est une première chose, c'est d'arriver à prendre conscience de l'importance en fait de la vérité. Alors là, c'est un niveau plus social. Ensuite, il y a la question évidemment scientifique qui se pose. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire, et notamment dans l'éducation, dans la formation, etc. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que le problème des nouvelles technologies, c'est qu'on les appréhende d'abord par leur usage, pas par une réflexion critique sur leur fonctionnement, sur les algorithmes, sur qui possède les capitaux, qui crée les grandes entreprises, à qui ça appartient, etc., etc. Quelles sont les valeurs des GAFAM et quelles sont les valeurs des grandes entreprises chinoises? Est-ce que les algorithmes obéissent à des valeurs culturelles? Enfin, bon, je ne parle même pas de tout ce questionnement. Le problème, c'est que d'abord, les nouvelles technologies, on les appréhende par leur usage. Et leur usage, il se trouve que les jeunes générations sont beaucoup plus natives que nous, et que par conséquent, la formation d'un enseignant, elle doit être accélérée en quelque sorte par rapport à leur public, qui est tout aussi au fait, non pas d'une réflexivité sur la technologie, mais de son usage. Et donc là, il y a aussi un problème générationnel et un problème de temporalité qui est que elles sont déjà là. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait alors qu'elles sont déjà là? Et donc je pense qu'effectivement, la question de l'éducation, elle est absolument nécessaire, non seulement de l'éducation à arriver à déconstruire des fake news, enfin voilà, tout ce type d'éducation. La philosophie, encore une fois, moi je considère qu'elle est vraiment aujourd'hui vraiment importante et elle devrait être plus généralisée. Et puis ensuite, on a quand même tous des responsabilités collectives. Vous parliez des médias. Alors, on ne va pas taper sur les médias parce qu'ils s'en prennent déjà plein la figure, et puis on est quand même aux tribunes de la presse. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et la science, ce n'est pas le champ du débat d'opinion. Et donc, si on n'arrive pas à faire les distinctions nous-mêmes, ou en tout cas à les enseigner ou à les rendre manifestes entre qu'est-ce que c'est qu'une controverse scientifique, parce que le problème, c'est qu'on n'est pas aidé. La science, la vérité scientifique, c'est aussi une construction, et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Comment arriver à faire comprendre que la vérité scientifique est une construction entre des pairs à travers des controverses scientifiques, et donc on ne peut pas jamais parler de vérité absolue parce que ça n'aurait pas de sens, mais c'est pas parce qu'elle n'est pas absolue qu'elle est pour autant relative. Et de l'autre côté, on a des vérités qui seraient chacun a son opinion, chacun a sa vérité, et donc en fait il y a une sorte aussi de mécompréhension du principe même démocratique qui en quelque sorte s'est dévoyé avec cette idée qu'un homme, une voix, toute opinion est tout à fait légitime et doit être entendable, puisque un homme, une voix, chaque opinion est légitime, et donc chaque opinion se vaut. C'est pas ça la démocratie. Et donc en fait, il y a des glissements de sens, et c'est ça qu'on peut travailler avec des étudiants, à travers la philosophie, à travers les médias. Ne serait-ce qu'entre controverses et polémiques. Pardon ? Ne serait-ce qu'entre controverses et polémiques. Exactement. Et donc faire des distinctions. Moi, il me semble que refaire des distinctions
voilà, pour différencier des champs, des domaines, des manières de penser. Est-ce qu'on est dans le champ de la pensée politique? Est-ce qu'on est dans le champ de la pensée scientifique? À quel moment ça peut s'articuler? Comment on fait débattre un scientifique avec un YouTuber? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Si on le fait, c'est à quelles conditions? C'est toutes ces questions-là qu'il faut arriver à se poser. Et ça, pour le coup, voilà, c'est notre responsabilité, chacun dans notre travail, que d'y être extrêmement vigilant. Bon, ce n'est pas une solution massive, mais c'est ce qu'on peut déjà faire à notre niveau. Oui, je retiens de ce que vous dites, et d'ailleurs tout le monde l'a retenu, que c'est en se posant des questions, c'est-à-dire en restant curieux, en restant à l'affût. Donc ça, c'est une manière disons, de sauver la vérité, d'essayer de sauver la vérité. Puis il y a une autre manière, David, c'est... David et son équipe, je ne sais pas, vous vous souvenez de ce mouvement qui s'appelait Hello Kittix? C'est lui qui l'a fait, qui a fait cette passerelle, cette portabilité pour les gens qui voulaient quitter Twitter, quitter X, pour aller sur d'autres réseaux. Donc est-ce que c'est ça, David, une solution qui est de changer de cadre? Alors oui, déjà, faut bien préciser que, comme on a dit, la plupart des échanges d'informations se produisent maintenant donc, sur ces réseaux sociaux numériques, et que c'est des réseaux qui sont ennemis de la vérité et hostiles à la vérité, et parfois leur patron même est hostile à la vérité, comme c'est par exemple le cas de Elon Musk. Et donc il faut bien se rendre compte qu'on ne gagnera pas la bataille de la restauration en fait, de la qualité du débat public, le fait aussi de ne pas se faire influencer pour des élections, le fait d'avoir une réponse appropriée aux questions du changement climatique. On ne pourra pas traiter ces questions-là si on reste sur des environnements qui sont biaisés, parfois manipulés par leurs propriétaires à des fins idéologiques. Et c'est vraiment très important de comprendre cela. Ce matin, on parlait des questions de conflit avec la Chine, la Russie. Il faut savoir que les États-Unis, ce sont maintenant des pays qui sont hostiles aux démocraties et qui essaient de les affaiblir, et notamment à travers ces infrastructures. Et c'est illusoire de parler de défense militaire si on ne parle pas aussi de défense informationnelle. Parce que le talon d'Achille de la démocratie, c'est qu'à l'issue d'une manipulation d'opinion qui n'est pas forcément, qui ne va pas se placer sur un point de vue rationnel, mais plus sur un point de vue émotionnel, lors d'une élection, on va faire advenir une personnalité qui va être plutôt favorable à un Trump, à un Poutine, qu'à la démocratie. Donc pour éviter ça, il faut impérativement se déplacer vers des infrastructures qui vont être plus favorables à déjà des échanges constructifs, aussi évidemment à la vérité, mais tout simplement des échanges constructifs. On ne va pas nous monter les uns contre les autres comme ça peut être le cas sur certains réseaux sociaux. Et donc une des solutions, c'est effectivement de dire allons vers des réseaux sociaux qui respectent à la fois la vie privée, à la fois la qualité de l'information, qui modèrent les contenus haineux ou qui sont dangereux de manière générale, parce que ça existe. Je rappelle que par exemple Facebook, Amnesty International a rapporté que Facebook avait favorisé par son infrastructure les génocides en Éthiopie et en Birmanie en 2017 et 2022, parce qu'elles ont laissé propager des discours de haine, des discours d'appel à tuer les autres, et donc quand vous avez des choses comme ça qui ne sont pas modérées, ça devient dangereux. Donc, pour arriver à aller sur des plateformes saines, le grand problème, c'est que, évidemment, si je demande à l'un d'entre vous, tiens, va sur un autre réseau, comme par exemple Mastodon, qui a une sorte d'équivalent de X, vous allez me dire, je ne vais pas y aller tout seul. Tous mes amis sont là, mes connexions sont là, je ne vais pas y aller tout seul. Donc, le fait de pouvoir se déplacer avec une communauté d'un point A à un point B, d'un réseau A à un réseau B, ça s'appelle la portabilité. Si je prends l'équivalent par exemple en téléphonie, si vous voulez changer d'opérateur téléphonique, vous ne perdez pas votre numéro de téléphone, donc on peut continuer à vous appeler. Vous trouvez ça tout à fait normal. Au début, ce n'était pas le cas du tout. Au début, vous ne pouviez pas changer d'opérateur sans perdre votre numéro de téléphone. En fait, vous perdez votre vie sociale. Il y a eu de la régulation. Maintenant, c'est possible. Les opérateurs sont obligés d'être intercompatibles. Et pour les réseaux sociaux, parce que ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été imposé,
eh bien, c'est tout simplement pas possible. Si vous êtes sur Instagram et que vous dites Instagram est devenu dangereux pour moi parce que, par exemple, il a poussé mon ami à l'anorexie, ce qui a été prouvé, Instagram fait ce genre de choses-là, eh bien, je veux partir de ce réseau-là, je ne peux pas, il n'y a pas ce qu'on appelle la portabilité. Donc, ce sur quoi on a travaillé, c'est comment on implémente cette portabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer d'un réseau social à un autre sans perdre l'ensemble de ses connexions. Il faut savoir que c'est un droit qui est reconnu par le droit européen, ça s'appelle le droit à la portabilité effective, mais que les grandes plateformes qu'on nous a tous données dans les années 2000 gratuitement se font un point d'honneur à surtout pas l'implémenter, parce que justement, si elles l'implémentent, eh bien, vous allez aller sur des plateformes qui sont plus intéressantes pour vous et moins toxiques. Et donc, c'est pas la solution, c'est une des solutions, ça fait partie du problème, c'est arriver à faire en sorte qu'on puisse facilement bouger d'un point de l'espace numérique vers un autre, sans perdre son contenu éditorial qu'on a passé des années parfois à rédiger, il y a des gens qui vivent de ça, sans perdre ses connexions, donc les gens qui vous connaissent et que vous connaissez. Et donc pour ça, on a développé, on continue à le faire, une plateforme qui s'appelle Open Portability, qui a été connue sous le nom de HelloKittix quand on l'a lancée, et qui a vocation à s'étendre d'ailleurs à d'autres réseaux, pas seulement entre X, Blue Sky et Mastodon, mais à d'autres réseaux. Et donc ça pour moi, c'est vraiment l'une des solutions. Si on n'arrive pas à sortir des espaces informationnels captifs, en fait, la partie est déjà perdue. C'est-à-dire que qui empêchera, par exemple, Elon Musk, comme il l'a par exemple fait en Allemagne, dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle française, de mettre tous les ballons pour favoriser son candidat, qui a priori donc sera à l'extrême droite, et faire paraître son opposant comme quelqu'un de pire, qu'il ne faut absolument pas voter, et pousser ses potentiels votants à rester à la maison, ou à voter pour son candidat favori. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc pour moi, ça fait partie effectivement l'une des solutions. Comment on rend la liberté de circulation au sein des espaces numériques. Alors, est-ce que vous pourriez quand même nous dire ce que c'est qu'un réseau social sain, entre guillemets? Parce qu'on on voit que la modération en fait partie, que le fact-checking, si on peut dire, en fait partie, mais il y a aussi les couches profondes des logiciels de ce réseau qui doivent être aussi, j'allais dire, ouvertes ou transparentes, c'est ça? Bien sûr. Donc quand on parle de réseau social sain, c'est pas un jugement moral, hein. C'est pas qu'on a identifié des choses qui sont le bien et d'autres qui sont le mal, et que voilà. C'est vraiment purement un jugement qui part de la liberté des utilisateurs. La première chose, c'est que, si vous voulez, vous ne devez pas être contraint à rester là où vous êtes si jamais l'endroit où vous êtes est dangereux. Et effectivement, si vous êtes sur un réseau social où vous avez toutes vos connexions et que vous ne pouvez pas bouger, ça vous fait un coût énorme puisque vous perdez vos connexions et donc ça vous retient. Donc il faut avoir des espaces où vous êtes ces possibilités-là, ça s'appelle la portabilité. Et il y a les espaces, par exemple Mastodon, permet ça, Blue Sky aussi, et on est en train de développer en fait des infrastructures. Quand je dis on, c'est la communauté des gens qui développent ce genre d'infrastructures, développe ce genre d'infrastructure. La deuxième chose, c'est comprendre comment vous arrive l'information et éventuellement pouvoir changer. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, sur X, un tiers des informations qui vous arrivent, vous ne les avez pas demandées, vous n'êtes même pas abonné à cette personne-là. Hein, c'est à la discrétion de X et il peut mettre de l'information politique s'il veut dans un temps approprié. Est-ce que vous pouvez changer ça? La plupart des plateformes, vous ne pouvez pas changer. Sur les réseaux donc distincts et ouverts, vous pouvez changer. Non seulement vous pouvez changer, mais vous pouvez comprendre l'algorithmique, vous pouvez ouvrir le code. Bon, tout le monde n'a pas les compétences, mais d'autres peuvent vérifier qu'il n'y a pas une entourloupe quelque part. Et la troisième composante importante, c'est que l'écosystème ne puisse pas être racheté. On a vu Twitter était à peu près normal comme réseau social à un moment donné. Il est racheté par Elon Musk et là, tout part en vrille. Ça, c'est très important. Est-ce que vos données peuvent être achetées du jour au lendemain par Vladimir Poutine ou le Qatar ou Elon Musk et puis après être utilisées à d'autres fins? Donc, il faut que vous puissiez dire non à ça. Et donc, il y a des réseaux qui respectent ces trois propriétés. Donc, vous permettre de la libre circulation dans l'espace numérique, vous permettre de choisir comment vous êtes alimenté en information, vous garantir que vos données vous ne serez pas rachetés, l'écosystème ne sera pas racheté. Et ça, c'est des systèmes qui sont basés sur ce qu'on appelle des protocoles ouverts, c'est-à-dire que dans les basses couches, en fait, on s'est juste mis d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire partager un contenu et relayer un contenu, enfin publier un contenu et relayer un contenu. Et ensuite, eh bien, les acteurs par-dessus construisent, font des propositions de réseaux sociaux
Et comme tout le monde s'est mis d'accord sur les basses couches, on peut facilement passer d'un endroit à un autre. Et c'est le cas, par exemple, donc, des écosystèmes Mastodon, qui est un équivalent à X, et aussi un petit peu Blue Sky, qui est aussi un autre équivalent aussi assez connu. D'accord, donc imaginons, mes amis, on fait ça. Et qu'est-ce qu'on met comme contenu? Alors là, je me retourne vers Pierre, parce que le réel, c'est pas une opinion. Donc, moi, je suis un vieux journaliste, donc je me dis, tiens, le réel, c'est du reportage, c'est ça ou pas? Oui, le réel, c'est du reportage et c'est effectivement ma conviction personnellement, parmi toutes ces solutions qui s'offrent à nous, parce qu'il y en a quand même beaucoup, en tant que journaliste, c'est de revenir un peu à l'essence du métier. L'essence de notre métier, c'est effectivement de faire du reportage, de faire du terrain, d'aller au contact de cette vérité dont on parle depuis tout à l'heure. Et je trouve que c'est aussi une chance incroyable, finalement, ce défi qui s'offre à nous, c'est qu'on va pouvoir vraiment revenir à l'essence de notre métier. Quand moi je vais sur le terrain, que ce soit pour Arte, pour ma chaîne YouTube, parce que j'y suis malheureusement encore, David, je n'ai pas encore trouvé l'alternative, même si j'y réfléchis activement, ou pour le livre, c'est en montrant ce qui se fait, ce qui est réel sur le terrain dans mes reportages, ce que je vois, que je réponds au mieux finalement aux doutes qu'exprime, par exemple, tout à l'heure, j'étais à Lijba juste à côté pour une autre rencontre et il y avait des jeunes lycéens qui me posaient des questions sur oui, mais comment est-ce que je peux convaincre mon oncle ou mon frère qui a fait des études agricoles et qui me dit que finalement les pesticides c'est la meilleure solution. En fait, moi, en allant sur le terrain et en montrant qu'il y a 1000 autres solutions et il y a 1000 alternatives aux pesticides qui sont certes un peu complexes, mais qui existent, qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui, en montrant que l'acétamipride, ce n'est pas la seule solution pour, par exemple, venir à bout des ravageurs de la noisette, eh ben, je peux montrer que cette réalité existe, en montrant les humains aussi. Et finalement, en offrant ces exemples concrets dans mes vidéos, dans mon livre, je donne aussi une surface d'identification à des personnes qui sont à la recherche de ces histoires-là. Et ça, je trouve ça formidable, en fait, en tant que journaliste, d'avoir cette possibilité-là pour montrer la vérité. Donc, en fait, en plus, face à l'invasion de l'intelligence artificielle, on va avoir besoin d'informations traçables. De la même façon qu'on fait attention à la traçabilité de notre nourriture, on va avoir besoin d'informations traçables et d'informations vérifiables. Donc, votre travail aussi de journaliste, c'est d'aller sur le terrain, d'aller voir et de partager. C'est oui, ça? Ça paraît presque... ça paraît presque étonnant de le redire, mais le travail du journaliste à la base, c'est pas d'être dans un studio ou à un desk derrière son écran, ce qui est de plus en plus le cas, et ça implique évidemment des moyens, du temps long pour dire la vérité, pour expliquer la vérité. C'est aussi prendre le temps d'aller à la rencontre de cette vérité, en fait. Et franchement, c'est la meilleure chose qu'on puisse opposer à la tendance de l'intelligence artificielle qui va monter. On aura besoin de journalistes pour raconter cette vérité, je pense, de plus en plus. Plus l'intelligence artificielle va prendre d'importance. On a un peu peur que des métiers disparaissent, que le journalisme disparaisse, mais moi je suis persuadé qu'il va prendre tout son sens avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors il y a quand même un point sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, Mazarine, c'est sur le... Parce que là, pardon, Pierre parlait de vérité, et tout à l'heure on parlait de réel et de réalité. Moi, je me souviens de mes reportages il y a même 40 ans, on allait voir pour raconter une certaine réalité. Alors, il faut quand même un peu expliquer ces deux régimes, je pense, parce que sinon, on n'est pas honnête. Alors, c'est très compliqué. Et justement, c'est parce que c'est compliqué que les adversaires du réel comme de la vérité ont un petit peu les coups des franches. C'est très difficile parce que, en fait, il y a plusieurs formes de vérité, ou si on veut catégoriser, il y a plusieurs champs de vérité. Il y a la vérité scientifique, donc les vérités rationnelles, les vérités soumises à l'expérimentation, etc. Et puis il y a la vérité de fait, celle qui renvoie au réel. Et celle-ci, elle est pas plus compliquée, mais ce que je veux dire, c'est que si on décide que le réel n'est pas le réel, c'est vraiment la rhétorique du négationnisme.
C'est-à-dire dire, non, ça n'a pas existé, donc en tout cas, les chambres à gaz sont une opinion. Voilà, et donc on peut en discuter parce qu'on est en démocratie et donc mon opinion vaut la vôtre. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la négation même du réel, vous comprenez que les règles du jeu ne peuvent même plus fonctionner. Et le problème du réel, c'est qu'il ne peut pas être démontré. Si je décide de ne pas y croire, ou si je décide d'en faire l'économie, je ne peux pas vous obliger à affirmer que nous sommes là tous les quatre. Le langage n'est pas à même de prouver le réel. Il faut qu'il y ait une forme d'acceptation commune, infralangagière, de croyance commune peut-être, sur le fait qu'effectivement nous sommes tous dans cette même salle. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la démonstration, si vous avez décidé de ne pas entendre ma démonstration, et si vous considérez que non, de toute façon, vous êtes ailleurs. Donc le problème du réel, il est là, c'est que s'il n'est pas admis avant même qu'on discute, de toute façon, la discussion ne peut pas avoir lieu. Sauf qu'il ne peut pas y avoir une discussion sur le réel lui-même, c'est-à-dire, et en revanche, il peut y avoir une discussion sur l'interprétation du réel. Mais si on ne fait pas la différence entre ces deux choses, c'est extrêmement compliqué. Et donc, face à quelqu'un qui nie le réel, vous ne pouvez rien dire. Vous pouvez pas. Qu'est-ce que vous voulez démontrer à Trump que, en fait, les Haïtiens ne mangent pas des chiens et des chats? Il n'y a pas de réfutabilité, si on veut si on veut exporter un petit peu cette notion de Popper sur qu'est-ce que c'est qu'un énoncé scientifique, c'est quand il est réfutable. Je raccourcis un petit peu. Mais si un énoncé n'est pas réfutable, c'est-à-dire ni je peux dire oui, ni je peux dire non, parce que c'est n'importe quoi, alors dans ce cas-là, ça s'inscrit même pas, non seulement évidemment pas dans le champ du réel, mais même plus dans le champ du langage, c'est-à-dire dans le champ des règles du langage. Et là on est embêté. Et là, c'est la question. Là, à mon avis, c'est la politique qui doit faire son entrée sur la scène. Mais David le disait tout à l'heure. La politique au sens de, il faut se battre pour une régulation, il faut se battre, peut-être pour je ne sais pas, contraindre plus ou moins à utiliser des infrastructures qui ne soient pas biaisées et idéologisées, pour avoir une forme de souveraineté, mais une souveraineté non biaisée. Enfin, voilà, là, c'est le combat politique qui doit prendre le relais, puisque de toute façon, on ne convaincra pas un adversaire de la réalité. Non pas un adversaire même de la vérité, mais un adversaire de la réalité. Et à partir du moment où on est adversaire de la réalité, on ne peut pas être pour la vérité, on ne peut pas être ami de la vérité. Le préalable, c'est quand même d'abord d'accepter une forme, en fait, on en revient toujours à la question du commun. S'il n'y a pas un minimum de commun, on peut pas parler. Et donc, s'il y a une fragmentation du réel telle que, en fait, il n'y a plus rien qu'on puisse partager avec certains autres qui appartiennent à une autre bulle algorithmique, et entre nous, il n'y a absolument rien de commun, alors c'est les conditions de possibilité même du langage et donc d'établissement de toute vérité qui sont mises à mal. Et ça, c'est la grande difficulté. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus que la lutte, quoi, et la lutte politique. Alors, la lutte politique, David, quand on regarde vos travaux, vous soulignez en permanence l'action d'un certain nombre de malfaisants, disons, qui manipulent, qui influencent et qui amplifient. Est-ce que le premier point à mettre en cause, ça ne serait pas ça, c'est-à-dire faire prendre conscience à un certain nombre de gens qu'ils sont manipulés? Personne aime être manipulé, non? Ah oui, effectivement, personne n'aime être manipulé, et en plus, tout le monde pense qu'on n'est pas manipulé, qu'on peut regarder des choses, et puis finalement, comme on est convaincu que c'est faux, ça ne va pas nous atteindre. Alors déjà, ça, faut savoir que c'est faux, c'est-à-dire qu'on a deux manières de fonctionner en termes de cerveau. Il y a la manière de raisonnement, et donc on enchaîne des raisonnements logiques, et puis la manière émotionnelle. Et tout le monde sait que si vous êtes exposé à des images horribles, par exemple, eh bien, vous avez beau raisonner dessus, ça peut vous atteindre. Il y a des maladies qui s'appellent PTSD, donc traumatisme post-stress. Et donc, on est impacté par ce que l'on voit, même si on peut se dire à des moments donnés qu'on essaye de résister de manière rationnelle. Et donc, ça, c'est tout le jeu sur ces environnements numériques où on peut vous atteindre même de Saint-Pétersbourg. Donc, on sait que, par exemple, la Russie, dès 2013-14,
on construit ce qu'on appelle des fermes à trolls, c'est-à-dire des entreprises avec des personnes payées 24 heures sur 24 pour aller sur les réseaux sociaux à votre rencontre et vous faire croire qu'il y a des puces 5G dans les vaccins, que les Haïtiens mangent des chats éventuellement, etc., des choses comme ça. Et donc, il y a vraiment une question de comment on évite ce genre de manipulation, comment on réidentifie aussi les vraies personnes. Et donc là, il y a la question de l'authenticité des interlocuteurs, parce qu'une information que vous recevez sur un réseau social, si vous ne connaissez pas ni l'auteur ni le contexte de production, en fait, c'est une demi-information. Vous ne pouvez pas vraiment l'interpréter. Donc, il y a vraiment un enjeu de comment on s'extrait ou on assainit les environnements où on interagit tous les jours vers des environnements où on va mieux comprendre qui s'adresse à nous, parce qu'il y a donc des actions dites de guerre hybride avec des faux comptes ou des vraies personnes, mais qui opèrent de manière salariée pour vous convaincre de ci et de ça. Donc, comment on va s'extraire de ces choses-là, comment on va se prémunir de ce genre d'environnement. Et donc là, à nouveau, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'on ne peut pas agir sur ces environnements contre les plateformes. C'est-à-dire que si les plateformes décident qu'elles ne veulent pas de modération, si elles décident que c'est OK d'avoir 1000 robots parce qui vont essayer de vous convaincre de ci ou de ça parce qu'en fait, ça va dans leur sens, c'est par exemple ce qui s'est passé en Allemagne pendant l'élection allemande. Elon Musk a soutenu l'AfD, donc un parti proche des néo-nazis, de manière très, très importante sur son réseau, et une armée de robots a amplifié sa parole. Or, qui est censé modérer les robots ? Elon Musk, en fait. Donc, s'il décide de ne pas les modérer, il laisse les choses prospérer. Et donc, il faut bien comprendre qu'on ne pourra pas avoir des environnements sains qui éviteront de nous exposer, en gros, à des contenus malfaisants ou des actions malfaisantes contre les plateformes. Et il faut que les plateformes jouent le jeu. Or, aujourd'hui, elles ne jouent pas le jeu, très très clairement. Les grandes plateformes refusent d'appliquer le droit européen. Et c'est pour ça, notamment, que je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure. Le pouvoir, en fait, est entre vos mains. C'est-à-dire que l'État peut faire des choses, peut essayer de réguler, mais en fait, ça va très lentement. Il faut savoir qu'en face, par exemple, de la régulation des grandes plateformes numériques, les États-Unis disent « si vous régulez nos plateformes, moi, je mets des droits de douane. Si vous régulez les plateformes, moi, je sors de l'OTAN. » Donc, vous voyez qu'on est directement à un niveau politique et géopolitique. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'aide de l'État sur l'assainissement de l'espace informationnel aille très vite. Or, les échéances sont assez courtes. On a plusieurs élections qui arrivent. On voit que les États-Unis, ils ont eu 4 ans de répit, puis après, ils sont rebasculés dans le chaos. Et donc, une des solutions, c'est de nous prendre en main, de décider quel avenir informationnel on veut avoir et donc quel régime politique on veut avoir, de savoir s'il vaut mieux passer quelques minutes maintenant pour changer de pratique informationnelle et numérique plutôt que demain d'avoir à aller faire la guerre ou d'envoyer nos enfants faire la guerre, parce que c'était vraiment le débat de ce matin. Donc il y a vraiment urgence à repenser la manière dont nous communiquons et notamment donc d'aller vers des infrastructures plus saines. Ça prend 5-10 minutes, mais si on le fait tous ensemble, eh bien en fait on aura exactement les mêmes interactions, sauf qu'on sera dans des environnements plus sains. Et par la même occasion, donc, on limitera aussi les manipulations de l'extérieur. Vraiment, les pays tels que la Russie, la Chine et maintenant les États-Unis ont très bien compris que ça ne servait à rien. Enfin, en tout cas, il ne fallait pas tout de suite aller faire la guerre sur le territoire. Déjà, si on essayait de pervertir les démocraties en faisant une sorte de guerre numérique et en faisant en sorte que les peuples votent dans le bon chemin, c'est déjà une bonne économie et c'est déjà un premier pas. Donc, prémunissons-nous de cela. Gilles, je vois qu'il y a des questions. J'accours, non, je ne voulais pas passer dans le champ de la caméra. Évidemment, plein de questions, des dizaines, franchement, donc ça va être extrêmement difficile d'essayer d'en sortir quelques-unes. Peut-être une question pour vous, David. La mise en place des notes de communauté sur Twitter est un des rares outils de fact-checking communautaire. Twitter a mis ça en place pour se dédouaner de sa modération, mais est-ce que c'est une solution pour rétablir au mieux la vérité sur les autres plateformes ? Alors, les notes de communauté, c'est un outil vraiment assez intéressant, d'un point de vue conception. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne marche pas dès qu'un contenu est bipolarisé. C'est-à-dire dès qu'un contenu est en gros A contre B, ça va être biaisé. Donc ça a été démontré. Il y a des chercheurs à l'Institut des systèmes complexes, Paul Bouchot, Pedro Ramaciotti, qui ont publié un article récemment là-dessus, au montrent que ça ne marche pas dès qu'il y a vraiment une opposition entre deux factions. Donc même sur X, c'est pas une solution. Il y a déjà eu des exemples d'instrumentalisation des notes de communauté, et donc a fortiori sur les autres plateformes.
Quand vous parlez d'une baisse totale de la modération, quand vous parlez d'une baisse de la modération, est-ce que c'est une baisse totale ou seulement sur certains sujets ? Alors, il y a eu un licenciement de 80% à peu près des équipes de modération, par exemple sur X. Facebook, pareil, a diminué très largement sa modération. Quand vous faites ce genre de niveau, c'est sur tous les sujets. Alors, il y a des sujets qui sont explicitement abandonnés. Par exemple, X a dit explicitement « Nous arrêtons de lutter contre la désinformation sur les pandémies et le Covid ». C'est-à-dire que si la prochaine pandémie, s'il y a une pandémie qui arrive à nouveau, ce qui peut arriver, il n'y aura plus de modération sur X. Mais de manière générale, en fait, c'est à peu près tous les sujets, parce que quand vous baissez vos forces à ce point-là, vous n'êtes plus capable du tout de modérer. Et en plus, c'est dans leur idéologie de modérer au minima. C'est vraiment une volonté. D'ailleurs, si je peux me permettre, Meta a enlevé, avait un système de fact-checking fait par l'AFP, justement, et a décidé d'arrêter ce système de vérification des faits. Donc, non seulement il n'y a plus de modération, mais en plus, il n'y a plus de système de vérification des faits. D'autres questions ? Pierre, je vous la pose à vous, mais chacun peut répondre. Comment identifier ou reconnaître un journaliste autoproclamé spécialiste ou un réel spécialiste d'un domaine ? Comment ? J'ai pas entendu. Comment faire la différence entre un journaliste autoproclamé spécialiste et un vrai spécialiste, un réel spécialiste du domaine ? Et un vrai spécialiste, c'est compliqué. On a plusieurs outils. Entre nous, on a la carte de presse. Je dirais que sur les réseaux sociaux, pour reprendre les exemples de David, si vous vous mettez à un réseau comme Blue Sky, par exemple, et que vous cherchez des nouvelles sources justement de journalistes spécialistes, alors que ce soit en sciences, en environnement ou ailleurs, je trouve que Blue Sky est particulièrement intéressant parce qu'il y a des listes. Voilà, vous allez pouvoir trouver d'emblée en vous inscrivant des listes qui sont, par exemple, éditées par des grands médias. Moi, je pense à celle de France Culture, qui est vraiment très très pointue sur les sciences. Et moi, je trouve cette liste particulièrement intéressante sur les journalistes scientifiques. C'est des outils, en tout cas, qui sont simples. Pour vous, je n'ai pas de recette universelle pour reconnaître les spécialistes ou les non-spécialistes. Mais en tout cas, sur Blue Sky, sur les réseaux sociaux, si vous voulez vous repérer dans la jungle, c'est très très utile d'aller voir ces listes-là et de vous abonner à ces listes. Donc vous allez chercher ces listes, je crois que ça s'appelle Starter Kit, David, si je ne me trompe pas, ces listes sur Blue Sky, les Starter Kit, et vous en avez énormément, et celles de France Culture sur la science sont particulièrement intéressantes pour repérer les spécialistes des autoproclamés, comme vous dites. Et puis à la télévision, la simple manière dont le spécialiste est présenté sur le synthé, est-ce qu'il a vraiment un titre scientifique ? Est-ce qu'il enseigne dans une université ? Ou est-ce qu'il est juste spécialiste des poires le jour 1 et spécialiste des pommes le lendemain, quoi. C'est très compliqué, c'est justement ce que je disais tout à l'heure avec les opinions et de mettre sur un même plateau de talk-show des scientifiques et des personnes qui portent des opinions. À mon sens, dans la façon dont on exerce le journalisme, c'est de notre responsabilité de journaliste aussi, quand on invite des spécialistes, de les remettre dans leur contexte, d'expliquer ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas, d'expliquer ce qu'ils représentent, est-ce qu'ils sont là en tant que scientifiques, est-ce qu'ils travaillent pour un laboratoire, est-ce qu'ils travaillent pour une entreprise, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts. Normalement, il y a certaines émissions qui le font très bien et d'autres qui le font un peu moins bien. Mazarine, comment répondre aux mensonges éhontés sans prendre les armes rhétoriques du menteur que l'on a en face ? Comment rester un honnête homme, une honnête femme, tout en étant audible ? Vous avez 2 heures. Ouais. Non, 2 minutes, pardon. Non, mais c'est sûr que la tentation est forte de prendre les armes de l'adversaire. Mais il faut résister. C'est le grand problème. Est-ce que face à la violence, il faut résister par la violence ? Voilà. Mais à un moment donné, en revanche, il faut réguler. C'est-à-dire qu'il faut que le politique ait de la puissance en plus du pouvoir. Il faut qu'il y ait, on retourne à une géopolitique des puissances. Peut-être que la puissance, elle peut être aussi au service de nos valeurs qui sont, des valeurs européennes, qui seront celles de la régulation, d'une attention particulière à ça. Je pense qu'il faut qu'on arme un peu plus, en effet, sans prendre l'arme de l'adversaire, parce que sinon, ça serait aussi une forme de défaite. Mais en revanche, il ne faut pas avoir peur de se redonner de la puissance. Mais c'est vrai que la tentation est là.
Peut-être pour Pierre, réel versus reportage, quid de la subjectivité incontournable du journaliste du point de vue du choix de l'angle? Je crois comprendre à travers la question que est-ce que le choix de l'angle, c'est pas déjà une forme de subjectivité? Bien sûr, ouais, le travail du journaliste est absolument subjectif. Ma recette personnelle, que ce soit dans mon livre ou dans mes reportages, c'est de me mettre quasiment en scène. Je me montre à l'image pour expliquer justement de manière transparente, on va dire la plus transparente possible, d'où je parle en fait. Et souvent quand on regarde un reportage télé, quand on écoute la radio et quand on lit la presse, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, mais effectivement il y a un choix subjectif du journaliste ou de la journaliste à choisir tel ou tel angle. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience quand on lit les informations. Moi j'ai choisi de me mettre à hauteur d'yeux des personnes que je rencontre et de montrer mes sujets en expliquant que oui, je suis là dans mes bottes sur la ferme et j'arrive d'un endroit particulier avec peut-être mes a priori, avec un angle que j'ai peut-être élaboré depuis mon bureau, mais je suis là pendant 2-3 jours avec ces personnes qui produisent notre nourriture. Et donc pour moi, c'est le choix que j'ai fait pour raconter ce point de vue subjectif du journaliste. Mais c'est le cas pour tous les journalistes. Et puis ça passe aussi peut-être, pardon Mazarine, par un choix de l'explication de l'angle, la justification de l'angle. Oui. Mazarine? Non, je voulais juste dire que la subjectivité n'est pas l'opposé de la vérité. On peut dire que la raison elle est subjective puisque c'est un sujet qui la porte et pour autant elle a une visée d'objectivité. C'est pas parce qu'il y a un angle que c'est faux. Faut décorréler ces deux idées. Et je pense aussi qu'il faut éviter de mélanger le reportage et l'enquête contre enquête. C'est-à-dire que dans le travail que fait Pierre, qui d'ailleurs est diplômé, a fait ses études de journalisme à l'IJBA, donc c'est une bonne école, dans le travail que fait Pierre, c'est pas une mise en scène d'une idée à absolument porter, c'est aller voir et partager. Aller voir, rendre compte et partager. Voilà. Alors on a une question sur le complément d'enquête de France 2 hier soir. Est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce qu'on peut aborder ce sujet ou pas du tout? Je l'ai pas Non, regardé. Non, on n'est pas regardé. Ici. Bon, bah donc ça va être difficile d'aller répondre. Ah non, on va pas parler de mais quelque chose dont voilà, on... je ne veux pas vous piéger, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Écoutez, je pense que j'ai été assez fidèle aux questions que vous avez posées. Elles ont été très nombreuses. J'ai essayé d'en regrouper quelques-unes. Donc merci infiniment. Peut-être tu veux refaire un tout petit tour de table pour la conclusion, Didier? J'ai oublié des notes là-bas. Je vais aller les chercher discrètement. D'accord. Ok. Donc on fait le mot de la fin. Mazarine, est-ce que vous pouvez nous donner un mot? Alors c'est mon côté vieux schnock. Un mot d'espoir avec le micro et tout. Alors, un mot d'espoir, déjà, nous sommes en train de parler de sauver la vérité. Donc, c'est déjà la preuve qu'il y a une prise de conscience comme généralisée du fait que la vérité est en péril et qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui tiennent encore à la vérité. Et rien que ce constat-là suffit pour avoir de l'espoir. David, hop. C'est pas fini, là. Moi, je veux l'espoir des trois amis. Allez, David. Alors, moi juste, c'est pas pour me répéter, mais encore une fois, la qualité des échanges que vous avez entre vous, la qualité des supports sur lesquels vous communiquez va déterminer la qualité des collectifs que vous allez fabriquer et des régimes politiques qui vont apparaître, de savoir si ces régimes vont s'appuyer plutôt sur de la vérité des faits plutôt que des opinions et avoir un certain respect de l'individu ou pas. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que c'est facile, en fait, de changer d'habitude numérique. Hein. C'est vraiment facile. Je veux dire, c'est pas comme changer des infrastructures, comme des routes, des ponts, etc. Les réseaux existent déjà. Il faut juste y aller de manière groupée et synchronisée. Et tout de suite, on se sent un petit peu mieux. Après, c'est juste le début du chemin, mais on se sent un petit peu mieux. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à c'est quoi ces outils qu'on nous a donnés dans les années 2000 gratuitement, en quoi ils vous contraignent aujourd'hui, et si à la fin de cet examen, vous pensez que finalement, ce ne sont peut-être pas les bons et qu'il y en a des meilleurs, eh bien, nous, on essaye d'apporter des outils pour que vous puissiez en changer facilement. Et puis quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Exactement, Oui. La plupart du temps. Pierre? Oui, on parlait de solutions tout à l'heure. Il y a une méthode qui est très importante et qui me tient particulièrement à cœur dans le journalisme, c'est le fameux journalisme de solution, justement le journalisme constructif. Et je trouve que particulièrement dans ces temps sombres, elle est très importante pour nous rapprocher de la vérité, pour nous mettre aussi tous autour de la même table finalement, parce qu'on peut, quand on parle de solutions,
on parle aussi des problèmes avec des choses qui peuvent nous mettre d'accord, en parlant de solutions qui peuvent peut-être nous faire gagner toutes et tous ensemble. Et autour de l'agriculture, il y a souvent des intérêts syndicaux, des intérêts politiques, des intérêts économiques qui divergent. Mais finalement, quand on va voir des solutions, quand on les donne à voir, ça permet d'avancer ensemble sur ces sujets. Malheureusement, les algorithmes ne les favorisent pas forcément sur les plateformes. Donc je vous invite, vous, en tant que spectateurs, spectatrices des médias, à y faire attention et peut-être à les liker, à les partager également sur Blue Sky ou sur Mastodon particulièrement, David. Merci à toutes, merci à tous. Mazarine Pinjot, Vivre sans aux éditions Climat, David Chalavarias, Elon Musk en 58 au Seuil et Toxic Data chez Flammarion, et Pierre Girard, Au rythme de la Terre chez Lattès, des livres que nos 3 débatteurs vont signer, dédicacés sur le stand Mola à la sortie de la salle. Merci infiniment de votre présence et on se retrouve dans un quart d'heure pour le dernier débat de la journée.